Alice au pays des merveilles est à la base un livre écrit par Lewis Carroll d'après une histoire, nommée initialement Alice sous la Terre, qu'il a inventée et racontée à son amie, la petite Alice Liddell, ainsi qu'à ses deux sœurs, lors d'une balade en barque en pleine période victorienne. C'est l'histoire d'une petite fille qui entre dans le terrier d'un lapin et qui se retrouve dans un monde souterrain peuplé par des gens loufoques, avec par exemple une reine sanguinaire ou des animaux anthropomorphes. À la fin de l'histoire, l'héroïne se réveille et se rend compte qu'il ne s'agissait là que d'un rêve. Le livre incite à la rêverie et est rempli de jeux de mots et de non-sens, faisant du livre une œuvre de référence quant à l'humour anglais. Mais surtout, le récit est rempli d'images surréalistes. Né en 1924 dans le cerveau génial d'André Breton, le surréalisme est un mouvement littéraire et artistique n'imposant aucune esthétique visuelle précise et qui vise à libérer la créativité en l'élevant au-delà de la représentation du réel. Il y a par exemple l'écriture automatique, les cadavres exquis, le collage aussi bien de textes que d'images, les calligrammes d'Apollinaire, par exemple. Fascinés par les travaux de Sigmund Freud, les surréalistes feront de l'exploration des rêves une de leurs spécialités avec par exemple Salvador Dali ou que sais-je. Alice au pays des merveilles, existant bien avant ce mouvement, il s'agit d'un livre précurseur du surréalisme et de référence. Le fait que Carroll ait inventé cette histoire en racontant spontanément est un exemple parfait d'écriture automatique. Jan Svankmajer, le réalisateur du film, est né en 1939 à Prague, en Tchécoslovaquie. Il a reçu à l'âge de 9 ans un théâtre de marionnettes, ce qui fera naître une passion en lui et développa son imagination. C'est grâce à sa formation de marionnettiste, art traditionnel tchèque, qu'il parviendra à entrer dans le monde du cinéma. Dès sa jeunesse, il se définit comme un militant surréaliste. Le groupe surréaliste de Prague, ayant un lien privilégié avec André Breton, va chercher à explorer une partie plus sombre de la psyché humaine, notamment les angoisses, ce qui sera le cas pour Jan Svankmajer. Le Demiurge préfère que ce soit dans ses films ou ses courts-métrages, utiliser des objets à la place d'acteurs. Il a le sentiment que les objets expriment par leur histoire plus d'émotions que les humains. Il aime particulièrement utiliser des poupées dans ses travaux. La poupée est par excellence l'un des objets pour lequel on ressent le plus d'empathie à cause de son aspect anthropomorphe. Il s'agit souvent pour les enfants qui jouent avec d'un ou d'une amie. Dans certaines tribus africaines, on considère par exemple qu'il s'agisse de personnes véritables. Et dans l'islam, il est interdit de représenter des personnages car selon les textes sacrés, on donne à ces personnages un corps mais pas d'âme. D'ailleurs, lors de fouilles archéologiques, on peine parfois à savoir si une poupée a une fonction ludique ou bien religieuse. Beaucoup de ces courts-métrages sont réalisés en stop motion. Outre les poupées qui sont un motif récurrent dans ses projets, Svankmajer peut utiliser de la pâte à modeler, de la viande ou des objets du quotidien comme des vêtements ou des ustensiles de cuisine ou même des jouets. Outre les objets, il aime également utiliser des manières qui sont désagréables au toucher, comme des copeaux de bois ou du verre cassé. Le sens du toucher est très important pour lui. C'est la raison pour laquelle il a dit lors d'une interview qu'il avait des réserves à propos de l'animation numérique. Le film commence au bord d'une rivière. Une femme lit un livre avec une petite fille, Alice. Cette dernière semble s'ennuyer et s'amuser à jeter des cailloux dans l'eau. Staline l'envoie au goulag et c'est la fin du film. Je plaisante bien sûr. On arrive au générique durant lequel Alice explique que le film est peut-être pour les enfants, ce qui annonce la couleur du film. À la suite du générique, on la voit dans sa chambre en train de jouer. À côté d'elle se trouve une représentation de la scène précédente avec des poupées. Elle est dérangée par son lapin empaillé qui prend vie et s'habille avant de partir à travers un tiroir situé au milieu d'un champ. Alice poursuit le lapin à travers le tiroir qui l'amène à un tunnel qui l'amène à la synagogue de New York, non bien sûr qui mène au lapin, le lapin qui mange de délicieux copeaux de bois pour remplir son corps taxidermisé. Comme il a des fuites de copeaux, il décide de refermer son ventre avec une épingle à nourrice. Lorsque Alice se met à parler, Monsieur Lapin prend la fuite comme si Alice était un prédateur. Alice tombe dans une poubelle menant à un ascenseur qui descend à travers une armoire et finit par tomber dans un tas de feuilles. Elle décide alors de boire de l'encre de Chine, ce qui la fait rapetisser. Idée intéressante du metteur en scène, lorsque Alice est de petite taille, elle est représentée par une poupée, celle avec laquelle elle a l'habitude de jouer. À cause de sa petite taille, elle ne parvient pas à récupérer la clé posée sur une table. Elle mange alors un gâteau qui lui permet de retrouver sa taille initiale. Elle passe son bras à travers la porte menant à un océan pour attraper le lapin, alors que celui-ci la frappe avec des rames. Frustrée, elle pleure tellement fort que ses larmes finissent par former une mer. Elle se retrouve alors dans un ruisseau et finit sur le plancher des vaches, tout comme le lapin. Alice décide de regarder à travers une peinture et découvre un château sur une table. Connaissant les bonnes manières, elle appuie sur la sonnette. Une échelle sort alors du tiroir de la table, permettant ainsi à Alice d'atteindre le château. Elle traverse alors une basse-cour, à la fois au sens médiéval et moderne du terme, j'aime beaucoup ce jeu de mots, et se retrouve dans une chambre d'hôpital.
La poupée décide alors de boire l'encre de Chine et devient trop grande pour la pièce. Le lapin arrive et elle barricade le château. C'est sans compter sur les amis du lapin qui ont été fabriqués à base de cadavres d'animaux. Alice et les animaux taxidermisés se battent. Elle tombe dans du lait et se met à grandir jusqu'à atteindre une taille intermédiaire entre celle de la poupée et la sienne. Elle porte donc un masque de poupée. Ne pouvant se mouvoir, les créatures la traînent alors au sol et l'enferment dans un grenier. Une fois seule, elle décide de sortir de son propre corps pour atteindre sa taille normale. Elle arrive alors dans une pièce remplie de trous à travers laquelle se meuvent des chaussettes vivantes. Elle traverse un bois et découvre une maison avec un cochon qui crie comme un bébé. Elle rencontre alors le chapelier fou sous forme de marionnette et bolleté, tandis que le lièvre de Mars est handicapé. En poursuivant le lapin, elle se retrouve dans une salle avec une forêt de linge étendue. Alice traverse le linge et assiste à un duel entre deux valets d'un jeu de cartes. La reine demande alors au lapin de décapiter les deux personnages et il s'exécute froidement. Alice va alors jouer au croquet avec la reine qui se fâche. Une parodie de procès est alors organisée. Alice, condamnée à mort, décide alors de manger tous les gâteaux et finit par se réveiller. Cependant, elle découvre que son lapin empaillé a disparu. Comme dit précédemment, Jens Svankmajer aime utiliser ce qu'il a sous la main pour raconter une histoire. C'est également le cas pour les enfants. L'un des sujets centraux d'Alice au Pays des Merveilles est l'imagination. Le livre lui-même se conclut par une morale incitant le lecteur à garder son âme d'enfant et à ne jamais cesser de rêver. Dans Alice de Jens Svankmajer, les objets ont été détournés de leur fonction pour prendre une fonction ludique et narratrice, comme un enfant pourrait le faire pour imaginer une histoire. Dans ce film, on retrouve des jouets, des objets du quotidien, comme dans le court-métrage Jabberwock, du même auteur, mais aussi des objets plus inquiétants comme des yeux de verre ou des crânes qui semblent tout droit sortis d'un cabinet des curiosités. Lorsque l'on voit le film, on est partagé entre un sentiment d'effroi et d'émerveillement. On voit également que le réalisateur est capable de raconter beaucoup de choses avec des objets très simples. Il y a par exemple la scène de la chenille qui est incarnée par une chaussette. Qui d'entre nous ne s'est jamais amusé à enfiler une chaussette à la main pour la faire parler ? Moi, quand je vois ce genre de film, j'ai qu'une envie, c'est prendre une caméra et faire mon propre film. Le stop motion, c'est vraiment magique, on peut tout faire avec pas grand-chose. On peut avoir aussi bien des Lego que des cailloux, on peut raconter tout ce qu'on veut. La personne qui m'a appris cette technique a fait en guise d'exemple une course avec deux souris d'ordinateur. Il y a une devise chez les marionnettistes tchèques qui dit que n'importe quel objet peut devenir une marionnette. Et Svankmajer, lui, l'a très bien compris. Comme l'a écrit Robert Bresson dans ses notes sur le cinématographe, charme du film de X fait de briques et de broc, ainsi que celui qui sait faire avec peu peut faire avec beaucoup, mais celui qui peut faire avec beaucoup ne peut pas forcément faire avec peu. Autre aspect de la forme plastique, les décors de la reine ressemblent à des décors de théâtre ou aux décors des jardins dans l'Inhumaine de Marcel L'Herbier. Dans le livre Le burlesque ou la morale de la tarte à la crème, Petr Král explique que les films n'étant pas réalistes, il prend dans son livre l'exemple du noir et blanc, sont charmants car ils nous transportent dans une autre réalité, dans un imaginaire, dans quelque chose de magique. Les films récents qui sont visuellement réalistes lui semblent ennuyeux, car si on veut voir quelque chose de réaliste, on n'a qu'à rester dans le monde réel. Alice est le seul personnage en live-action du film et semble être parfaitement réel contrairement aux autres personnages. À chaque fois qu'un personnage parle, il utilise la voix d'Alice. D'autre part, il est intéressant de noter que les effets sonores sont réalistes et non pas cartoonesques, ce qui offre au film de la crédibilité ainsi qu'un ton plus grave. De plus, il y a peu de dialogue, ce qui permet au film de montrer au lieu de dire. Comme l'a dit Alfred Hitchcock dans une entrevue disponible dans le livre Hitchcock-Truffaut, un réalisateur n'a pas à dire, il a à montrer. Pour finir, il n'y a aucune musique, ce qui permet de rester purement dans la diégèse. C'est totalement le contraire du Grand Bleu de Luc Besson, où certes il y a une jolie musique, mais jamais on entend les fonds marins, et jamais on est avec le personnage, et jamais on est dans l'histoire. L'une des thématiques d'Alice au Pays des Merveilles reprise par le film est le changement corporel. Alice ne cesse de grandir et de rapetisser, que ce soit dans le livre original ou dans le film. Il s'agit clairement d'une métaphore de la peur de grandir et de passer à l'âge adulte. Autre changement corporel, les objets inanimés qui se transforment en animaux. Il s'agit clairement d'une métaphore de l'imagination d'Alice, imagination capable de donner vie à n'importe quoi. Rappelez-vous ce que j'ai mentionné précédemment à propos des marionnettes.
Dès la parution du livre Alice au pays des merveilles, l'œuvre de Carroll a été détournée à maintes reprises, dont des caricatures politiques représentées dans des journaux. La reine de cœur est depuis longtemps considérée comme une caricature de la reine Victoria et des chefs d'État sanguinaires. Et Alice, ne cessant jamais de défier des adultes à la logique incohérente, est devenue un symbole de rébellion contre le pouvoir et la société. On a par exemple l'artiste provocatrice Claude Cahun qui s'était par exemple approprié le personnage. Remettons-nous dans le contexte du film. Alice de Svankmajer est sortie un an seulement avant la Révolution de velours en 1989. On peut donc voir en la reine de cœur, amatrice de la couleur rouge et adepte de la décapitation, une caricature des dirigeants communistes les plus sanguinaires. Dans cette scène, observons le lapin. Dans cette version, il est un bourreau. Il n'a aucun scrupule à l'idée d'exécuter les ordres les plus sinistres de la reine, mais il est lui-même menacé, comme l'étaient les bourreaux sous Staline. Je peux en conclure que Alice de Svankmajer est une adaptation intéressante d'Alice au Pays des Merveilles, car ce film est une relecture totale de l'œuvre. Le réalisateur y ajoute ses propres ingrédients, des personnages nouveaux, des thèmes différents, une forme plastique jamais vue. Je trouve que malheureusement, la plupart des adaptations au cinéma de Alice au Pays des Merveilles ne sont que de la vulgaire illustration, n'ajoutant rien d'original et donc n'ont aucun intérêt particulier à être visionnées. Arthur Schopenhauer a lui-même expliqué dans son essai La ruine de la littérature qu'un livre disant la même chose qu'un autre ne devrait pas exister.